Témir Porras, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à Paris parce que vous avez donné des cours à Sciences Po, mais vous êtes aussi l'ancien secrétaire d'État aux Affaires extérieures, à l'époque d'Hugo Chavez, au Venezuela, et vous étiez l'ancien directeur de cabinet de Nicolas Maduro, qui était lui-même ministre des Relations extérieures jusqu'en 2013. Depuis, vous n'êtes plus au gouvernement, vous êtes en rupture, bon c'est une rupture pacifique avec le gouvernement Maduro aujourd'hui. Je voudrais aborder avec vous non seulement l'époque actuelle et la crise politique, mais le contexte général dans lequel elle s'inscrit. Je pense que peut-être pour commencer cette conversation, vous pourriez nous rappeler quel est d'abord le contexte de l'avènement du bolivarisme au Venezuela. Qu'est-ce qu'un électeur vénézuélien avait en tête au moment où Hugo Chavez a remporté la première élection pour le porter au pouvoir? Bien, merci de cette invitation. Il est assez rare de pouvoir justement échanger sur le Venezuela dans un cadre posé, raisonné, et donc j'apprécie particulièrement cette occasion. Vous faites référence effectivement à une période qui s'étend de 1999, si vous voulez, à l'époque actuelle, à nos jours, et dans lequel le Venezuela était un peu une exception dans la région, pendant les décennies, la deuxième moitié du XXe siècle, il y avait eu un système, je dirais, de démocratie politique formelle, alors qu'on connaît que dans le reste de la région, dans les années 70 surtout, et à partir des années 80, d'autres pays avaient connu des dictatures militaires très dures. Chili, Brésil, Argentine. Exactement, etc. dans le cône sud en particulier, ou bien en Amérique centrale, des processus de guerre civile extrêmement violents, un peu dans le contexte de la guerre froide. Le Venezuela avait un peu échappé à cela, et donc il y avait une démocratie pactisée, si vous voulez, entre des sociodémocrates et des démocrates chrétiens, avec évidemment beaucoup de restrictions. La gauche ne faisait pas partie, si vous voulez, de l'institutionnalité. Et évidemment aussi, avec peu de soucis, si l'on veut, c'était une période où le Venezuela aussi a augmenté et a construit une industrie pétrolière très très importante, dans laquelle il y avait des ressources économiques, mais encore une fois, il n'y avait pas un souci particulier de distribution de la richesse ou en tout cas un souci d'apporter à la population vénézuélienne un niveau d'égalité, si vous voulez, digne d'un système réellement démocratique. Donc c'est à la faveur de la crise économique qu'a connue le Venezuela dans les années 80 et 90, application donc des ajustements, des plans d'ajustement structurel au début des années 90, très très sévère du Fonds monétaire international, donc une déliquescence, si je veux, comme conséquence de la faillite du système politique à répondre à ces problèmes économiques des années 80-90 autrement que par l'ajustement structurel du FMI et le consensus de Washington. Il s'est produit une série d'événements, on ne va pas tous les citer, mais certains d'une violence extrêmement profonde comme le Caracazo de 89, qui ont, d'une certaine manière, scellé le sort de ce système politique pactisé. Hugo Chavez, comme on le sait, a émergé dans les années 90 avec une rébellion qui était en partie menée par des jeunes cadres de l'armée, des jeunes officiers, mais pas seulement, mais l'élément, si vous voulez, le plus visible était cette sorte de rébellion de lieutenant-colonel qui avait déjà un discours politique de rupture, et du coup, cette rébellion qui a échoué a joui d'une réelle popularité. Il était inspiré de la gauche. Oui, c'est-à-dire le processus est plus long. Depuis les années 80, au sein de l'armée vénézuélienne, il y a eu de l'influence de cette gauche qui était exclue justement du système politique. Et donc cette proposition, c'est pour ça qu'on l'appelle bolivarienne, puisque c'est au sein de l'armée, l'interaction qu'avaient ces officiers avec la gauche traditionnelle, si l'on veut, et a surgi cette figure donc de Simon Bolivar, qui est donc le libérateur du Venezuela, mais pas seulement, qui est le grand libérateur de l'Amérique du Sud, comme une figure qui n'était pas uniquement une figure historique, donc qui avait fait des batailles, un peu comme l'histoire bataille qu'on enseignait autrefois en France. Bolivar était un peu figé dans cette fonction, si l'on veut, et le mouvement maintenant bolivarien a revendiqué une dimension politique.
C'est-à-dire Bolivar avait aussi une pensée politique. Pour vous donner un exemple, Chavez disait à l'époque, en réétudiant Bolivar, que le terme sécurité sociale avait été probablement prononcé pour la première fois dans le monde dans la bouche de Bolivar. Donc il y avait une dimension de transformation sociale en plus de la dimension militaire et d'indépendance nationale. Ça s'inscrivait aussi dans un esprit très latino-américain, c'est-à-dire que Simon Bolivar, comme vous l'avez dit, c'est une figure latino-américaine, pas seulement vénézuélienne, mais on a vu dans les mouvements de la gauche latino-américaine dans les années 60, 70, une référence, alors le Che Guevara c'était San Martin, etc. Enfin, je veux dire, il y a toujours cette longue tradition qui vient du siècle des nations du 19e siècle, de l'Europe aussi, donc c'est pas un mouvement qui a surgi dans les années 60, 70 ou 80, c'est l'inscription dans une histoire longue, le chavisme. Parce que justement, si vous voulez, l'émergence des États-nations en Amérique latine, dans la conception bolivarienne, s'inscrit dès le départ de la naissance des nations latino-américaines, qui, encore une fois, ce sont les républiques latino-américaines et sud-américaines en particulier, sont parmi les toutes premières républiques modernes. C'est-à-dire, c'est à partir de 1804 qu'on commence. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans un processus de décolonisation comme on a pu le connaître beaucoup plus récemment dans d'autres continents. Et que très tôt, ces processus d'indépendance s'inscrivent dans une démarche, si l'on veut, anti-impérialiste. C'est le basculement sur le territoire américain de l'impérialisme ancien des anciennes puissances coloniales, l'Espagne, le Portugal, etc., et la naissance de l'impérialisme américain, ou états-unien, si l'on veut. Bolivar avait dit en 1826, par exemple, une phrase assez célèbre qui est reprise dans le débat politique latino-américain, la traduction serait à peu près « Les États-Unis d'Amérique semblent être destinés par la Providence pour semer la misère au nom de la liberté », 1826. Donc, encore une fois, la conscience géopolitique, si l'on veut, que l'Amérique latine, pour surgir comme un continent indépendant, doit faire face déjà à l'existence d'un pôle géopolitique, en l'occurrence émergent, comme les États-Unis, et donc une dimension déjà, si l'on veut, anti-impérialiste dans la construction de la nation. Donc tout ce bagage, si l'on veut, est récupéré, remobilisé au service d'un projet politique. Mais alors ce bagage imaginaire, ce bagage symbolique, il n'appartient pas seulement aux élites qui accèdent au pouvoir aux élites, ou en tout cas aux cadres autour de Hugo Chavez. C'est quelque chose qui est populaire, je veux dire, c'est partagé chez les pauvres, par exemple. Oui, parce que revenant à l'histoire, à l'indépendance, les indépendances américaines, et en particulier au Venezuela, ont eu une composante extrêmement populaire, si l'on veut. Parce que la guerre d'indépendance est là déjà, et se pose déjà le problème, pour mener une guerre d'indépendance, il faut structurer une armée. Encore une fois, dans un territoire où l'armée est l'armée de l'Empire, l'armée coloniale. Et donc la mobilisation du peuple en armes est un élément fondamental de la construction des États latino-américains. D'où, et je saute un peu à la période contemporaine, d'où cette dimension qui était parfois mal comprise, du moins au départ, la dimension civico-militaire que le bolivarianisme ou bolivarisme porte et revendique. Une sorte finalement, de dire l'armée et le peuple aussi. Et le peuple en armes, alors parfois, quand on formule une critique de cette vision-là, on dit « mais alors prétend-on militariser la société ?» La réponse de Chavez était « mais pourquoi ne me demande-t-on pas si je ne veux pas plutôt civiliser l'armée ?» Donc voilà, parce que le mouvement va dans les deux sens, c'était plutôt plus qu'une fusion, une militarisation de la société, c'était une sorte d'intégration de cette conscience que la lutte armée initiale, avec cette dimension, encore une fois, anti-impérialiste, était fondatrice, c'était d'une colonne vertébrale de l'identité nationale vénézuélienne et plus largement latino-américaine. Voilà, je pense que c'était important de replacer un peu tout ça dans le contexte, parce qu'on a rapidement en Europe une espèce de caricature en tête dès qu'on pense à un militaire ou un ancien militaire à la tête d'un État latino-américain, on pense bande dessinée.
et assez peu histoire longue. Donc au moins ça c'est fait. Maintenant, quand le chavisme prend ses premières mesures, 99, 2000, 2001, bon, il y a ce coup d'État raté d'abord qui est quand même fondateur aussi dans la relation du nouveau gouvernement avec l'opposition. Il y a un changement d'abord institutionnel. Et ce changement institutionnel, en réalité, il semble n'avoir jamais vraiment été accepté par l'opposition. Oui, parce que dès le départ, quand en 98, donc après la prison, la première formulation politique de Chavez et des Bolivariens, donc on arrive aux élections de 1998, il se présente comme candidat, et gagne donc à la fin de 98 et assume la présidence au début de 99. Dès le départ, il y a l'idée qu'il faut refonder les institutions, à cause, encore une fois, de la perte de prestige du système précédent. Et donc, très vite, se met en marche un processus constituant. Il faut refonder la République par une nouvelle constitution. Et, si vous voulez, malgré le fait que déjà, la société vénézuélienne a embrassé cette nécessité de refondation de façon très très large, bien au-delà d'ailleurs, si vous voulez, de l'auditoire politique de Chavez. Oui. Pour preuve, par exemple, il y a eu un processus constituant avec un référendum et ensuite donc une assemblée constituante dont le projet a été ratifié par référendum, donc 2 fois un référendum. Le processus de ratification de la Constitution a recueilli plus de 70% des voix, ce qui est bien au-delà, si vous voulez, du score de 56-57% que pouvait faire Chavez lui-même. Donc il y avait une aspiration dans la société à refonder cette Constitution, et le processus lui-même a été très participatif, qui a été un terme qui est très important dans la nouvelle Constitution, parce que la façon d'élire les constituants a cherché à ce qu'il y ait une représentation de tous les secteurs de la société, et que ce soit la société elle-même, si vous voulez, avec un peu effectivement d'assistance technique, on peut dire. Il y avait aussi des avocats constitutionnalistes et ce genre de choses, mais qu'elle produise des institutions à sa mesure. Mais une chose est très importante, le principe de pluralisme politique et d'alternance au pouvoir était inscrit dans les institutions, ce qui, encore une fois, peut entrer un peu en contradiction avec la tradition ou la perception qu'il peut y avoir dans la société, qu'une révolution, en réalité, n'inscrirait pas dans les institutions elles-mêmes, ou une force politique de dimension révolutionnaire n'inscrirait pas dans les institutions elles-mêmes la possibilité de perdre le pouvoir. Donc c'est de là d'ailleurs que vient justement cette tension initiale, parce que les partis qui se sont opposés à Chavez dès le départ se sont opposés à tout, se sont opposés au processus constituant, ont appelé à voter non à la nouvelle constitution, et s'est configuré une sorte de polarisation de force du nouveau régime, si l'on veut, et une opposition qui avait toutes les caractéristiques non seulement politiques, mais aussi sociales, surtout parce que c'était les organisations qui représentaient les élites dominantes du Venezuela, une opposition d'ancien régime. Si on prend ce terme typique de la science politique anglo-saxonne, il n'y avait pas au Venezuela une loyal opposition, parce qu'elle était en rupture avec le système. Dès le départ, ça instaure une tension dans le processus. Tension que le chavisme surmonte par un processus progressif d'accumulation de force. Et c'est donc dès le départ que les institutions vénézuéliennes sont un peu fragiles, si l'on veut, à cause de cette non-adhésion de l'opposition politique au nouveau cadre constitutionnel. Et d'ailleurs, c'est en 2015, lors de la victoire très large de l'opposition aux législatives, que se manifeste cette contradiction interne du système. Exactement. Parce qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Donc, le coup d'État contre Chavez en 2002, le coup d'État raté. L'opposition à visage découvert, c'est... Absolument. C'est présenté a présenté justement ce visage de l'ancien régime, avec l'instauration du président du MEDEF local comme dictateur de quelques heures, etc. Le premier référendum révocatoire que Chavez a surmonté, si vous voulez, donc il a vaincu. Sa réélection en 2006 et ce processus d'accumulation de pouvoir dont je parle, de pouvoir politique et social. Donc c'est à ce moment-là que justement la révolution commence à dérouler, si vous voulez, son programme social de distribution, de nationalisation, si l'on veut, de la rente pétrolière. C'est un pays pétrolier. Et puis,
bon, je passe très vite, mais en 2013, la mort d'Hugo Chavez, qui est d'une certaine manière un peu une mort prématurée, puisqu'il est mort d'un cancer à 58 ans. Et donc, une difficulté pour le chavisme de gérer, si vous voulez, cette situation de faiblesse, par la disparition de leur référence politique fondamentale, et de nouveau, un processus d'accumulation des forces de cette opposition-là. La crise économique qui intervient à partir de 2014, entre autres par la chute brutale des prix du baril. Qui tombe à $30. Enfin, oui, alors qu'on était dans les plus hauts historiques, effectivement, au-delà de $100. Et donc en 2015, le gouvernement paye sa gestion de la crise politique et économique par une défaite écrasante à l'Assemblée nationale, qui ouvre, si vous voulez, cette période qu'on connaît aujourd'hui. Et je me permettrai de dire à ce moment-là qu'effectivement, c'est à ce moment-là que l'opposition vénézuélienne revendique les institutions, hein, parce qu'elle, d'une certaine manière, ça instaure un système dans lequel on ne revendique l'institution que lorsqu'elle vous est favorable sur le plan du rapport des forces politiques. Donc il y a une conversion tardive, si vous voulez, au cadre constitutionnel, mais voilà, qui a ce passif de ces années, donc de 99 à 2015, accumulées de tensions entre les deux pôles, si vous voulez, qui sont affrontés sur la ligne politique. Alors justement, après cette victoire de l'opposition, vous l'avez dit, c'est toujours la même crise aujourd'hui en 2018 qui perdure, aussi en raison, on va dire quoi, de l'entêtement de Nicolás Maduro, d'une accumulation d'erreurs ou une conjonction entre la brutalité, le côté golpiste de l'opposition et l'entêtement de Nicolás Maduro. Comment vous les analysez? Il y a une combinaison de facteurs. Il y a une permanence, si vous voulez, quelque chose qui n'a jamais changé. Le chavisme n'a, c'est peu dire, jamais été du goût des gouvernements américains, que ce fut George Bush, Obama ou maintenant Trump. C'est-à-dire le Venezuela, sous le chavisme, est un problème géopolitique, puisqu'il joue un rôle majeur par son industrie pétrolière à l'échelle globale dans le marché énergétique, et en particulier comme fournisseur d'énergie pour les États-Unis. Donc cette permanence, elle demeure. L'antipathie vis-à-vis de Maduro, qu'il ait été habile ou pas. Oui, entretenu par lui, hein, quand même. Oui, non, mais je dis la dimension géopolitique, elle demeure, de cette opposition-là. Et puis, il y a la dimension de la crise économique et de la gestion, à la fois, de la crise économique et, si vous voulez, de la crise de leadership, aussi par la disparition de Chavez. À la fin de la période de Chavez, le Venezuela se confronte à des difficultés, comme n'importe quel pays. Je veux dire, il y a eu, si vous voulez, par exemple, une très grande volonté de distribuer la rente, mais c'est un pays qui dépend quasi exclusivement de l'industrie pétrolière. Donc, pour continuer un processus, si vous voulez, d'accumulation de droits sociaux, la question se pose de la base matérielle. Par exemple, est-ce que le Venezuela était capable de développer une base matérielle au-delà du pétrole qui permette, d'une certaine manière, de garantir ce progrès social? Bon, la réponse est clairement pas vraiment, puisque la structure économique n'a pas tellement changé. Et le Venezuela a beaucoup dépendu du pétrole pour sa révolution. Et donc, il y a des problèmes qui doivent être gérés, mais qui sont, à mon avis, et de l'avis d'autres, gérables, ou pour lesquels on aurait pu avoir, si vous voulez, une approche créative pour chercher des solutions. Et probablement, le gouvernement a, si vous voulez, à mon avis, plutôt péché par immobilisme. C'est-à-dire qu'il s'est contenté de vouloir pérenniser la situation de 2013, alors que la base matérielle qui donnait justement les ressources pour avoir de la distribution n'était plus là. Donc il n'y a pas eu, si vous voulez, de stratégie macroéconomique pour faire face à ce choc externe, extérieur, qui était la chute des prix du baril. Il n'y a pas eu, si vous voulez, un effort du leadership politique pour construire des consensus au sein du chavisme et au-delà de la société plus large, sur quelles seraient, par exemple, les réponses à donner aux problèmes qu'on vient de citer. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, encore une fois, des composantes géopolitiques qu'on ne peut pas nier, mais effectivement une gestion de la crise qui est aujourd'hui très critiquée, parce que les effets de la crise économique, les effets sociaux de la crise économique sont là. Et d'ailleurs,
je veux dire, la plupart des chavistes qui ne sont pas tenus, si vous voulez, par une discipline gouvernementale, non seulement le reconnaissent, mais pressent, si vous voulez, le gouvernement de chercher des solutions à ces problèmes, ou du moins d'ouvrir le débat, de façon à ce qu'on puisse construire des solutions, encore une fois, qui tiennent compte de cet aspect dont on avait parlé dans la Constitution, qui est de la participation. C'est-à-dire, que pensent les Vénézuéliens qui doivent être les solutions à apporter? Effectivement, il faudrait faire usage de ces institutions créées en 1999 pour construire collectivement des réponses qui ne soient pas, encore une fois, la recette traditionnelle. On va appliquer un peu des coupes budgétaires ici, etc., imposer du haut vers le bas. C'est-à-dire, on est conscient qu'il peut y avoir des difficultés, mais les solutions à ces difficultés doivent être construites aussi de manière démocratique. Mais alors justement, il y a eu une élection il y a quelques semaines. Nicolas Maduro a pensé, c'est la perception qu'il en donne, a pensé pouvoir trancher la crise politique qui a donné lieu à des violences épouvantables l'année dernière par le scrutin, par l'appel au peuple. Or, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Comment vous lisez les résultats de l'élection présidentielle ? Oui, vous avez raison, parce que les élections se produisent donc le 20 mai, à la suite, si l'on veut, d'un processus de dialogue entre le gouvernement et l'opposition qui a échoué, à la suite d'un échec au mois de janvier, dont l'objectif était de créer des conditions, effectivement, pour qu'il y ait des élections, pour trancher par la voie électorale. Donc la méthode, elle n'est pas en doute. Le problème, c'est que l'une des deux parties, qui est cette opposition traditionnelle, si vous voulez, une partie de l'opposition qui est l'opposition traditionnelle, historique au chavisme, qui a une dimension, si vous voulez, idéologique, anticommuniste et d'opposition au projet chaviste, s'est retirée, n'a pas signé, si vous voulez, n'a pas adhéré à ce qui était proposé comme l'accord, et le gouvernement a quand même continué sur la voie électorale. Donc du coup, encore une fois, les résultats reflètent un peu ce déficit, parce qu'on a organisé, le gouvernement a considéré que l'opposition avait quitté la table sous la pression des États-Unis, et il a continué sur la voie électorale. Un candidat, comme on sait, dissident à la fois historiquement du chavisme, parce qu'il avait rompu en 2010, mais récemment de l'opposition a décidé d'y aller. Mais il y avait des appels de cette opposition traditionnelle au boycott des élections, un message un peu confus de ce candidat du milieu. Non, je suis de l'opposition, mais j'appelle à la mobilisation électorale, donc deux appels totalement contradictoires. Et le gouvernement, si vous voulez, a gagné des élections avec un niveau de participation historiquement très bas, qui, encore une fois, de mon point de vue, remet au centre du débat politique est-ce qu'il y a aujourd'hui des conditions pour que le pays se stabilise? Je pense qu'on peut en douter. Il faut que très vite, il y ait des initiatives pour pallier justement à cette absence, encore une fois, même si on peut critiquer les raisons pour lesquelles la droite, si vous voulez, ou l'opposition traditionnelle au chavisme s'est retirée, mais il faut très vite créer des conditions pour que le pays ne connaisse pas une dérive, si vous voulez, je ne voudrais pas dire de guerre civile, mais en tout cas de violence politique, etc., d'une ambiance délétère, d'autant qu'encore une fois, tout ça se produit dans un contexte de crise économique très très grave qui a des conséquences sociales extrêmement fortes. Alors crise aggravée par l'isolement volontaire, piloté par les États-Unis, suivi par l'Union européenne et avec la France comme fer de lance de la contestation. Vous nous expliquerez peut-être comment vous voyez le rôle de la France dans cette crise. L'impact des sanctions et de cet isolement politique, quelle part il a dans la crise économique et dans le mal-être du peuple vénézuélien? C'est ça. Dans le deuxième semestre de l'année dernière, donc pour la première fois, les États-Unis imposent des mesures de pression unilatérale, donc qu'on appelle des sanctions, mais qui en réalité sont une mesure unilatérale décidée par les États-Unis, qui pour la première fois affecte le Venezuela. Comment? J'essaierai de ne pas être technique, mais en tout cas, ces mesures interdisent aux citoyens et aux entités américaines de financer le Venezuela.
le Venezuela, le gouvernement vénézuélien, c'est-à-dire ils ne peuvent pas acheter de la dette vénézuélienne, ni de financer son industrie pétrolière. Et ça, par exemple, c'est un élément clé, parce qu'encore une fois, l'essentiel des investisseurs, donc des fonds d'investissement qui participent dans l'industrie de l'énergie et le pétrole, entre autres, sont des fonds américains, ou quand ils sont des fonds européens, ont des investisseurs américains derrière. Donc, de facto, le gouvernement qui connaît une crise économique, qui aurait pu, par exemple, refinancer sa dette, est interdit de le faire avec la plupart des fonds d'investissement du monde. Donc, ça effectivement, ça a un effet très, très concret. Alors, il faut dire aussi que dans le fonctionnement de la finance globale, si vous voulez, le Venezuela était déjà, avant les sanctions, dans une situation considérée de risque politique selon les critères, par exemple, des agences de notation, tellement élevés que, de facto, il avait déjà, si vous voulez, considérablement réduit ses possibilités de financement sur les marchés. Mais effectivement, les sanctions viennent officialiser cette impossibilité parce que donc on encourait des peines aux États-Unis, les entités qui feraient des affaires avec le Venezuela sous cette forme-là. Et beaucoup plus récemment, il y a quelques jours, comme conséquence de l'élection présidentielle, donc que les États-Unis ne reconnaissent pas, de nouvelles sanctions ont été imposées qui interdisent, alors maintenant, encore une fois, aux citoyens ou entités américaines de participer dans n'importe quel processus de cession d'actifs, donc de vente d'actifs vénézuéliens sur le territoire vénézuélien ou à l'étranger, ce qui, encore une fois, bloque par exemple la possibilité qu'aurait le Venezuela de lever des fonds en proposant en garantie, par exemple, un actif, et c'est un pays, encore une fois, qui a des actifs à l'étranger, donc des raffineries, des actifs de pétrole, pour pouvoir, encore une fois, trouver de l'argent pour subvenir à ses besoins. Et il faut une dernière chose, c'est que dans le monde dans lequel on vit, les sanctions, elles ont une dimension légale, c'est-à-dire elles interdisent des choses en particulier. Mais lorsqu'un pays est touché par ce type de sanctions, c'est toute la communauté financière qui est en panique. Et vous avez des effets comme collatéraux, secondaires. Il y a des banques qui disent on ne veut pas courir le risque de faire des affaires avec le Venezuela parce que voilà, il faudrait engager des avocats pour savoir si telle ou telle transaction tombe sous le coup des sanctions. Donc du coup, le Venezuela s'est vu, par exemple, empêché de payer des médicaments. Un programme de l'Organisation mondiale de la santé de vaccination locale, et ben voilà, le gouvernement vénézuélien ne peut pas payer les vaccins qu'il obtient par l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est effectivement un étau financier qui se resserre sur le pays, qui lui empêche non seulement de se financer, mais qui crée des difficultés même pour faire du commerce des choses les plus essentielles. Alors on voit bien qu'il y a un blocage politique, institutionnel, il y a une situation d'urgence économique, en tout cas de forte pression, et donc qui entraîne une forme d'urgence humanitaire. Enfin bref, la situation est très mauvaise aujourd'hui au Venezuela. Cette élection n'a rien tranché. On a vu en Europe, et particulièrement en France aussi, un récit que nous, on n'hésite pas à qualifier de propagandiste, ou en tout cas d'erroné. Il y a eu pourtant des acteurs internationaux impliqués dans la tentative de trouver une issue. Je pense à l'ancien Premier ministre espagnol José Luis Zapatero. Je sais que Jean-Pierre Bel aussi, l'ancien président du Sénat socialiste, a été présent à Caracas pour tenter quelque chose. Est-ce que vous pensez que c'est des personnalités qui maintenant devraient un peu sortir du bois en Europe et venir raconter autre chose, et que ça pourrait être une clé pour dénouer la situation? Oui, bien sûr. Et ces personnalités-là et d'autres, si vous voulez, parce que franchement, je pense... Vous avez une idée en tête? Ouais, moi je pense qu'en général, dans le spectre... Écoutez, en France, vous avez cité mes précédentes responsabilités, le gouvernement vénézuélien de Chavez a eu, à cause de dimensions géopolitiques, par exemple, de politique internationale, des relations qui étaient plutôt très bonnes avec les gouvernements gaullistes, par exemple. Parce que le gaullisme
sur le plan international, représentait une certaine idée de l'indépendance de la France. On appelle les 6 ou 8 semaines de voyage du général de Gaulle en Amérique latine. Oui, et plus récemment, la position de la France sur l'Irak, par exemple. Et donc, c'est pour dire que le spectre, si vous voulez, de relations du Venezuela sous Chavez ne se limitait pas à la gauche. D'ailleurs, on avait parfois plus de difficultés avec une certaine gauche social-démocrate qui avait une vision plus atlantiste, même que le gaullisme, pour pouvoir avoir des positions internationales coordonnées, si vous voulez. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que n'importe qui pense qu'une situation de crise dans un pays, qui a une certaine importance régionale, doit se résoudre. Alors, il y a deux manières de résoudre. Soit c'est le dialogue politique, soit c'est le chaos. Soit c'est le chaos, c'est la guerre, c'est la pression extérieure, avec tous les risques et les dangers que ça encourt. Et des pays, on a vu le cas je ne veux pas faire de raccourcis rapides, mais on a vu le cas de la Libye. Le Venezuela est un pays peuplé, avec une industrie pétrolière importante. Donc, il faudrait avoir une approche responsable, si vous voulez, qui cherche une véritable solution. Donc, je pense qu'il y a des responsables politiques aujourd'hui qui prennent des positions qui sont d'une posture, mais qui ne réfléchissent pas à quels peuvent être les effets dans la société vénézuélienne d'une position que je qualifie d'irresponsable. Et irresponsable par le fait que peut-être qu'ils défendent une position qui dépend davantage de leur politique interne que des conséquences que ça peut avoir sur le Venezuela. On a vu, je pense en France et en Espagne, le Venezuela s'est invité dans le débat politique, mais pour des raisons de politique interne, avec Podemos, avec les Insoumis, donc on mobilise la thématique vénézuélienne sans avoir conscience des conséquences que ça peut avoir sur place, et que la seule solution, peu importe, moi je suis, vous l'avez dit, en rupture avec le gouvernement de Maduro parce que je n'en fais plus partie depuis 2013, je pense exactement la même chose que je pensais en 2013, en 2002 de l'opposition vénézuélienne. Il n'empêche que n'importe quelle sortie de crise devra passer par une sorte de dialogue qui acte finalement une sorte de reconnaissance mutuelle, et peut-être pas seulement de ces deux factions-là d'ailleurs, d'autres secteurs de la société, des pays de la région, etc. Le dialogue politique est la seule façon vertueuse, si vous voulez, de sortir d'une crise. Donc, encore une fois, donc pour répondre à votre question, non, je pense que tous les démocrates, tous les gens qui ne sont pas partisans de la résolution des conflits dans le monde par la guerre et par le chaos, devraient avoir une approche beaucoup plus responsable de la situation vénézuélienne. Malgré, encore une fois, la situation, même pas malgré, c'est-à-dire en raison de la situation qu'on décrit sociale avec des dimensions humanitaires, il faudrait trouver une solution rapide, oui, mais une solution rapide qui soit une solution politique, raisonnable. Une solution rapide, ça peut être aussi envahissez le Venezuela, mais ça ne résout, je vous rassure, absolument rien, et c'est encore plus dramatique pour la société vénézuélienne. En général, au terme des guerres, on revient au point de départ, la plupart du temps. Et on retrouve, un reflet. J'étais récemment à un débat dans un pays européen où on analysait des crises, la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, et puis le Venezuela. Donc on avait des crises dans lesquelles il y avait eu des guerres sanglantes, prolongées, etc., avec des factions armées, etc. Puis le Venezuela, qui est tout de même un pays où une société ouverte, plutôt occidentale, avec une culture politique proche de l'Europe ou des États-Unis, bon, en tout cas plus que l'Afghanistan. Et vous voyez les acteurs beaucoup plus enclins à essayer de trouver une solution entre les différentes factions en Afghanistan, en Libye, en Syrie, qu'au Venezuela. Donc ma question à la fin, c'était est-ce qu'il faudrait, ou en Colombie, où il y a eu un processus de paix entre les FARC et le gouvernement, donc ma question à la fin, c'était est-ce qu'il faut que le Venezuela connaisse 20 ans de guerre pour qu'on ait le réflexe de s'asseoir à une table pour mettre les acteurs d'accord. Donc je pense non, au contraire, il faut avoir une approche raisonnée dès le départ. La seule solution peut être une solution politique qui respecte, si vous voulez, la volonté du peuple vénézuélien, évidemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de leadership, alors à la fois du côté du gouvernement Maduro, mais aussi du côté de l'opposition? Est-ce que ces hommes, individuellement, sont disposés à transiger? Est-ce qu'ils sont prêts à renoncer à la victoire pour avoir la paix, quoi? Je pense qu'il y a aujourd'hui, dans la société vénézuélienne, oui, une volonté forte, déjà dans la société,
j'avais décrit la société vénézuélienne comme très polarisée du temps de Chavez. Cette polarisation, elle existe encore, mais vous n'avez pas 50% de Vénézuéliens chavistes ou 55% de Vénézuéliens chavistes et 45% de Vénézuéliens qui adhèrent à l'opposition. Je pense que ces deux groupes militants mobilisés sont aujourd'hui deux grandes minorités, si vous voulez. Des minorités importantes, organisées, mais vous avez tout un tas une partie considérable de la société vénézuélienne qui est un peu aussi fatiguée par les dimensions très dures, les conséquences de cet affrontement ou de ce conflit politique et les conséquences économiques, et qui cherche, qui est une sorte de masse critique, si vous voulez, pour que la classe politique assume cette responsabilité de reconstruire une coexistence politique et démocratique. Il y a aussi je suis certain, dans le chavisme, une grande majorité des gens qui sont favorables à une évolution ou un processus de dialogue qui rétablisse, si vous voulez, un fonctionnement institutionnel normal du pays. Dans l'opposition, il y a des gens raisonnables aussi, mais il y a, comme en France aussi, du chantage, c'est-à-dire dès qu'il y a quelqu'un de raisonnable, il y a un système médiatique qui se met quelqu'un de raisonnable, quelqu'un qui fait une proposition politique, qui demande un peu d'analyse, etc., etc. Il y a la pression médiatique qui est extrêmement forte. Les médias sont très violents dans leur discours, comme partout ailleurs, mais particulièrement au Venezuela, sur ces positions, si vous voulez, qui sont des positions de reconnaissance de l'adversaire comme un adversaire et pas comme un ennemi. Il y a, et pour revenir en fait à l'influence que peuvent avoir les pays tiers, l'une des choses que je dis à n'importe quel pays tiers, pourquoi est-ce que vous vous inscrivez dans le cadre de la polarisation vénézuélienne? Je peux comprendre qu'un homme politique vénézuélien qui depuis 20 ans, a le réflexe de la polarisation et du mal à en sortir, mais quand un tiers vient, au lieu de prendre une position qui ne fait que dramatiser davantage cette polarisation-là, pourquoi ne se pose-t-il pas, ou elle pas, en tierce partie qui peut favoriser un dialogue. Jusqu'à présent, vous avez rappelé la position de la France ou la position des États-Unis ou la position des pays du groupe de Lima, qui sont des pays donc, avec des gouvernements de droite, et ils ne font qu'abonder, si vous voulez. Ils jettent de l'huile sur le feu encore une fois, faisant de leur favori, l'opposition, la seule alternative démocratique, ce qui est un non-sens social. Puisqu'encore une fois, quelle solution pourrait s'imposer qui nierait l'existence d'une organisation, même aujourd'hui non plus hégémonique, mais une minorité importante dans la société vénézuélienne? Quel serait l'avenir, si vous voulez, si demain il y avait un coup d'État ou une intervention, etc., qui imposerait l'un des camps? Quelles seraient les chances de survie d'une démocratie dans un cadre pareil? Donc, encore une fois, je pense que non seulement les responsables politiques vénézuéliens, mais surtout ceux qui, depuis l'étranger, regardent la situation vénézuélienne, devraient avoir un regard beaucoup plus posé, puisque nous faisons partie de ce processus de polarisation vieux de 20 ans. Alors, on va conclure sur peut-être un petit rêve en France et sur la France. Sur l'Arc de Triomphe à Paris est sculpté le général Miranda, un général vénézuélien qui a participé à la Révolution. Je viens ici à Montreuil dans nos studios du Média tous les jours en longeant l'avenue Simon Bolivar. Je crois qu'il a vécu à Paris aussi. Est-ce que la France pourrait, dans un autre état d'esprit, avoir un rôle clé, alors peut-être au Venezuela, mais plus largement en Amérique latine? Quel est le regard des Vénézuéliens sur les capacités de médiateur ou de pacificateur de la France? Très vite sur Miranda, pour rappeler que c'est quelque chose dont tous les Vénézuéliens sont très très fiers, hein, d'avoir un personnage comme Francisco de Miranda qui a fait partie de toutes les révolutions de son temps. Donc il a participé à la révolution américaine, ensuite à la révolution française, donc devenu officier de la révolution française, et est allé jusqu'en Russie, et ensuite il a donc regagné le Venezuela et lutté dans les premiers temps de l'indépendance. Donc c'est à la fois un patriote, mais un patriote probablement le plus global, si vous voulez, de son temps, qui était à cette époque-là, donc 18e siècle, un 18e et 19e siècle, pardon, un homme extrêmement au cœur de l'actualité politique. Et la deuxième chose, comme je vous l'ai dit, en Amérique latine en général,
en partie par cette référence que vous avez fait à De Gaulle, mais d'autres aussi. Enfin, il y a tout le, comment dirais-je, la capitale des écrivains des tiers-mondes aussi. Oui. Carpentier a vécu à Paris. Les processus constituants. Oui. L'identité républicaine et les processus constituants comme fondateurs de la République est quelque chose aussi qui s'inspire de la Révolution française. Donc il y a une image politique positive, un a priori positif vis-à-vis de la France et de tous les acteurs politiques français en général. Il y a une sympathie vis-à-vis de la France. Deuxièmement, il n'y a pas, en tout cas dans l'espace sud-américain, dans les Caraïbes c'est autre chose, il n'y a pas de passé colonial français. Et peut-être que ça participe aussi de cette bonne image. Et encore une fois, des épisodes récents où la France a eu une voix singulière. Donc, en général, la France est bien placée parce que perçue comme un pays important au sein de l'Union européenne pour avoir une voix plus indépendante. Souvent, par exemple, je vous donne un contre-exemple, l'Espagne est très très en pointe et sur le sujet vénézuélien, souvent encore une fois avec une voix un peu stridente. Et l'on attend d'acteurs comme la France, qui ont une dimension internationale importante, une dimension diplomatique importante, et ce passé-là, qu'effectivement ils jouent un rôle. Mais bon, parfois l'ambassadeur français, pas celui-ci, mais au cours de la période, peut avoir une volonté de mener, si vous voulez, cette voie, et parfois il est un peu en porte-à-faux avec la dynamique politique interne de son pays. Enfin, je suis témoin que, en tout cas, les diplomates français, l'ambassadeur français à Caracas a été extrêmement actif pour, encore une fois, promouvoir cette voie du dialogue. J'espère qu'il sera bien entendu dans sa capitale et qu'encore une fois, cette voie qui me paraît encore une fois la seule à pouvoir s'imposer, soit poussée par la France au sein de l'Union européenne, qui a aussi, il faut le dire, décider des sanctions, cette fois-ci individuelles, sur le pays, pour qu'on ne fasse pas de l'escalade la seule politique possible vis-à-vis du Venezuela, pour des raisons, encore une fois, qu'on se demande bien, dont on se demande bien quel peut être l'objectif géopolitique pour les Européens en Amérique latine. Certainement pas collé à la politique américaine ne peut être, en tout cas, un objectif justifiable de la part ou analysé depuis l'Amérique latine. Donc l'Union européenne et la France au sein de l'Union européenne devraient d'une certaine manière avoir une voix originale, et cette voix originale au Venezuela est la voix du dialogue politique. Temir Porras, merci beaucoup. Merci à vous.